Bonjour à tous. On va voir tout de suite une image de ces collaborateurs qui ne sont pas simplement des randonneurs. Ils sont chaque jour comme ça. Chaque jour quand ils se lèvent le matin, ils ont un très grand sourire. Ils sont très contents de venir travailler. Ils passent leur journée à mettre en place leurs idées, leurs initiatives. Ils s'éclatent. Alors vous allez me dire que ça, c'est rare ça. Chez nous, chaque jour, non. C'est en France? C'est pas possible. Donc du coup, on a fait un film. Et le film va sortir chez Arte de 90 minutes sur ces entreprises-là, parce que j'ai rencontré plus de centaines déjà comme ça, dans tout secteur, tout service, toute taille, beaucoup de pays différents. Et donc vous allez voir d'abord un petit clip très très rapide qui vous montre, ce ne sont pas des acteurs, je préviens, c'est des vraies personnes dans des vraies entreprises. On m'a dit que je m'éclate dans mon job. Moi, je vous dis, tous les matins, quand je me lève, quand je viens travailler, je prends un agréable moment de plaisir. I have always been against hierarchy and against strict rules. I worked in a normal company, and then I thought always that can't be true, that I have to come at 8 o'clock to work and leave at 4 o'clock. Little by little it came a passion to me. I wanted to show that there is another way to manage a company. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual. And let's encourage intellectual curiosity. Et bonjour Samira, Sébastien. Oui, allô Sébastien? Ça serait pour enregistrer une intervention, s'il vous plaît. On a dit voilà comment vous aimeriez être rémunéré. On a demandé à tout le monde de donner ses idées. Donc cette rémunération, elle a été décidée par l'ensemble des salariés. Bob's style is to say, here are the objectives, you figure out what the solution is. If I've got the right people, then they're going to make the right decision. It's good. I mean, it's all about respect. You give respect to others and they give you respect back. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contremaîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup, vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Je vois les gens sur l'île, ils sont beaucoup plus heureux, qui sont calmes, qui sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. I knew that if I went to a minister in the beginning and say, we won't tell people when and where to work, they would go berserk. So I didn't. I just worked it out. And after 3-4 years, they said, hey, what have you been doing there? I said, sorry, we can't get back now. And then they saw the results, and the results were better than before. So they wanted to be in the picture. And we put them in the picture. It's kind of a double-edged sword, too, because when you're given all of the liberties and all of the trust to do your job and do it well, you better perform. Voilà, donc vous pouvez revoir ce film sur Vimeo, sur le blog de mon ouvrage libertéetcompagnie.com. Alors, vous avez tout à fait raison d'ailleurs d'être un petit peu dubitative, parce que la situation dans la majorité des entreprises n'est pas comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Si certains parmi vous ne connaissez pas des chiffres de baromètre de Gallup, c'est quoi le pourcentage des collaborateurs, la moyenne en France, qui vient chaque jour et passe la journée comme ces collaborateurs-là, mettre en place des idées, prendre des initiatives, rentrent chez eux, la première chose qu'ils racontent, c'est encore une superbe journée qu'ils ont passée, et quand ils se couchent, ils hâtent de se lever au lendemain pour répéter, et chaque jour c'est comme ça. Combien ils sont en France? Pourcentage? 10%, 5%? Monsieur? Il dit on exagère, 0,5. Monsieur, c'est l'optimiste du public, là.
Bon, je ne sais pas comment on sélectionne ici, vous êtes auto-sélectionné, mais en tout cas, vous n'êtes pas mauvais, effectivement, c'est 9%. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez Q12 Gallup, et ils ont une base de 15 millions de salariés, ils font ça dans différents pays. D'ailleurs, il ne faut pas avoir des complexes, on est plutôt des mauvais élèves en Europe, mais les meilleurs, c'est, je crois, Danemark, c'est 21%. Donc, c'est quand même une minorité seulement des gens qui viennent au travail, effectivement, et qui passent leur journée de manière exceptionnelle. Comme un petit peu cette poule-là, vous voyez, une poule, alors c'est pas une simple poule, hein, des poules habituelles, elles sont salariées effectivement pour prendre des œufs blancs ou des œufs un peu marrons. Ça, c'est une poule de leur propre initiative. Elle va chaque jour, elle va aller dans le poulailler et va pondre un œuf en or. Alors vous imaginez la consternation de certains collègues, parce que certains collègues sont inquiets qu'on va augmenter la norme bientôt, hein, bien sûr sans payer un plus. Voilà, maintenant la deuxième catégorie, ce sont des collaborateurs qui ne sont pas engagés, on les appelle désengagés. Alors la définition la plus courte que j'ai entendue, c'est d'un patron d'une PME qui a dit ça, je connais cela. Ce sont des gens qui viennent chaque jour pour partir. Alors ce besoin urgent de partir survient à un moment donné et très très vite. Alors il y a des gens qui disent oh, oui, c'est quand ils arrivent. Non, arriver, c'est une notion hautement philosophique pour ces personnes. D'ailleurs, quand vous demandez à cette personne-là pour qui tu travailles, quel service, elle va te dire certainement, hein, comptabilité, marketing. En réalité, dans leur cœur, elle travaille pour un seul service qui est la paye. Et la paye n'est pas connue comme un service philosophique. On ne peut pas dire à la paye, je suis arrivé, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On pointe. On badge. Dès qu'on a fait ça, ils ont cette urgence de repointer tout de suite. Mais il ne peut pas parce que c'est 7h36 à faire. Il y a le fameux 35 heures, etc. Voilà. Donc, combien ils sont, ces gens-là, en France? Combien? Il y a 3 catégories en tout. Hein, donc, ça, c'est le deuxième. 30%. 40%. Il y a une courbe d'apprentissage ici, je vois. Hein. Bon, alors, vous êtes prêts parce qu'il faut attacher vos ceintures. Hein, ils sont 65%. Alors, ce sont des gens qui viennent faire leur minimum syndical, hein, il y a un terme comme ça. Voilà, ils vont faire. Alors, pourquoi le cheval allongé? Alors, on va dire, Monsieur Gates, ça se voit que vous êtes parisien, hein, les chevaux, ça ne s'allonge jamais dans la nature. Vous avez raison, tout à fait, dans la nature, non, mais dans l'entreprise, si. Bah oui, parce que quand il y a une palette, par exemple, à le déballer, il faut aller chercher la personne. Il dit, tu te lèves, là, tu vois, il y a une palette, tu te lèves, tu vas là-bas. Il va le faire dès qu'il peut, hop, il s'allonge de nouveau. Troisième fois, vous venez, il dit, ça, c'est les heures sup, monsieur, là, c'est pas négocié. Donc, vous avez une troisième catégorie. Je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, moi aussi, je suis ingénieur de formation. 26%, il nous manque. C'est quoi cette catégorie mystérieuse? Qui sont ces gens-là? Ni ils sont engagés, ni ils sont désengagés. Ils sont qui? J'étais à Rouen, on m'a dit c'est les Normands, mais bon, c'est pas... Alors, vous êtes prêts? Toujours attachés? On les appelle activement désengagés. Alors, la définition d'activement désengagés, c'est cette définition de Gallup que je vous donne. Ils sont non seulement malheureux au travail, mais chaque jour, ils viennent pour démontrer leur malheur. Et leur façon préférée, c'est de se prendre un collaborateur engagé. D'où le renard. Le renard, il apprend qu'il y a une poule qui a pondu un œuf en or. Donc, il attend derrière le couloir, elle court comme ça, il dit, c'est toi qui as pondu cet œuf en or? Ouais, bah, je te bouffe pour le déjeuner maintenant. Donc, voilà, on les appelle des saboteurs, des toxiques, de tout ce que vous voulez. Ils sont 26%. Maintenant, on rigole bien. Hein? Maintenant, imaginez cette situation-là. Vous êtes dans un bateau de 8 rameurs. Et vous êtes devant. Vous êtes appelé le directeur, par exemple. Hein? Vous ramez très, très fort. Vous êtes très engagé. Hein? Derrière vous, éventuellement, il y en a encore un qui est engagé, peut-être c'est votre directeur financier. Et puis derrière les autres, hein, les 4-5, eux, ils font des splashs, ouais, pour que vous pensiez que ça bosse derrière. Et puis le dernier ou les 2 dernières, vous savez comment ils rament? Très très fort, mais comme ça. Ouh, tout le temps comme ça. Et puis vous demandez à votre directeur financier, regardez les KPIs en permanence, mais il dit, bah, je comprends rien, on recule quoi. Maintenant, ça, c'est encore une entreprise normale. Maintenant, si vous voulez encore une couche schizophrénique, le top management du siège vous dit on va être des champions. Et vous êtes dans le bateau, vous savez ce qui se passe, quoi. Maintenant, la grande question, est-ce que on est conscient de ces situations-là? Normalement, oui, sauf si vous avez un cas de ce que moi j'appelle les PDG salariés à la retraite. Vous connaissez ou non? Ça existe. Alors, c'est très simple. Hein. Vous mettez au dernier étage d'une tour, vous mettez 2, 3, 4 secrétaires,
Et comme ça, il y en a certains même qui ont leur propre ascenseur, qui montent du sous-sol au dernier étage. Donc, vous ne connaissez pas les collaborateurs, vous êtes complètement isolé, vous êtes à la retraite de l'entreprise et aussi des clients, évidemment. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Le bateau, pour vous, c'est une abstraction, vous regardez les chiffres sont fausses. Et vous pilotez comme ça. Donc, bon, mais si vous connaissez un petit peu le terrain, si vous allez sur le terrain, vous ne pouvez pas éviter de ne pas connaître cette situation. Et là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui sont dits un peu fatalistes, disent, vous voyez, ce sont des chiffres, c'est un peu partout pareil, on ne peut rien faire. Moi, j'ai rencontré les patrons d'entreprises, des PME et des plus grosses, qui ont dit, bah, on va faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Essentiellement pour deux raisons. Il y a des entreprises qui étaient dans une grande difficulté. D'ailleurs, vous savez comment c'est, on appuie sur un siège éjectable et puis on met un autre PDG encore pour redresser, etc. Comme Charles Davidson, il était 3e ou 4e et il avait 3 mois avant une faillite. Et puis il y en a d'autres qui, l'entreprise marche correctement, voilà, mais les résultats ne sont pas formidables. Hein. Vous jouez le maintien en 2e division, voire en 3e. C'est des équipes professionnelles de foot. Hein. Mais bon, il dit, ça ne m'excite pas tout ça, quoi. On peut jouer les coupes européennes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas jouer les coupes européennes avec 4-5 joueurs qui font des splashs. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y en a 6-7 dans le bateau qui rament très fort dans la même direction. Dans ce cas, les autres, là, le renard, il va vite sauter, hein, il va se sauver parce que ramer à l'envers, c'est un peu dur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que j'ai étudié. Alors, en réalité, ce n'est pas simple. Hein. Si vous envisagez de complètement transformer l'organisation de votre entreprise, qui, vous allez voir, en réalité, a produit ce type de comportement, ben, c'est comme escalader cette montagne. Hein. Si ça aurait été simple, il y en a beaucoup qui l'auraient fait. Et ce que j'ai vu en étudiant cette diversité d'entreprises, c'est que les chemins sont divers, que effectivement, chaque entreprise, il trace son chemin, mais il y en a des étapes, on peut appeler ça comme ça, ou des principes qui ont gouverné toutes ces aventures de libération, j'appelle ça comme ça. Et vous allez voir, je vais vous rapidement parler de ces principes. Voilà. Alors, par quoi on commence? On commence par quelque chose que peut-être va vous parler, si certains parmi vous vous rappelez encore l'époque de la qualité totale, il y avait un monsieur un des deux gourous, il y avait Deming et Juran il parlait des entreprises fanatiques. Alors ils ont décidé d'arrêter d'être une entreprise fanatique. Alors la définition de Juran d'une entreprise fanatique, c'est une entreprise qui répète la même chose et espère un résultat différent. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez des collaborateurs qui sont des collaborateurs démotivés et désengagés? Qu'est-ce que font toutes les entreprises? Qu'est-ce qu'ils disent aux managers dans l'équipe? Ils disent, moi, les gars, sont démotivés. Ton job, c'est quoi? C'est quoi ton job de faire par rapport à tes équipes démotivées? Hein? De les motiver, on est d'accord. Ben, c'est ce qu'on enseigne partout dans les formations, partout il faut motiver. On essaye. Ça marche? Ça marche un peu. Est-ce que ça marche vraiment bien? Ben, vous regardez les chiffres de Gallup, vous tapez, vous regardez ce qui se passe par exemple en Allemagne, il y a un graphique de 2012 jusqu'à 2011. En Allemagne, c'est entre 11 et 16%, et c'est comme ça. Et on est tous d'accord qu'on a investi énormément pendant ce temps-là en Allemagne dans la formation des managers. Et les managers sont meilleurs aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup de managers aujourd'hui qui se promènent avec des revolvers, avec des bâtons, et qui bat le gars qui arrive 3 minutes en retard. On a appris à faire du participatif, de l'écoute, des empowerment, de tout ce que vous voulez, et donc c'est bien mieux. Hein. Néanmoins, on n'arrive pas à percer sorte de plafond en verre. Et donc, ne pas être une entreprise fanatique, ça veut dire tout simplement arrêter de motiver les gens. Oh là là là, mais c'est quoi? Ça veut dire manager les équipes, alors c'est bon. Devenir un leader jardinier. Qu'est-ce que ça veut dire un leader jardinier? Vous voyez, vous êtes un jardinier, vous avez des fleurs complètement désengagées. Vous voyez, une qui est activement désengagée, carrément est couchée par terre, là, ne veut plus pousser, elle a dit c'est stop, je ne bosse plus. Bon, qu'est-ce que vous faites si vous êtes un jardinier avec des fleurs comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui ont des idées? Bon, il y a des gens qui disent, bon, je les coupe, je les jette, puis je les remplace, viré, quoi. D'accord? Bon, ça, c'est l'ancien monde, hein, ça, c'est le 19e siècle. D'accord? Non. Bah, on va essayer, les gens disent arroser, peut-être la déplacer, etc., parce que les jardiniers, ils le savent que ce n'est pas la faute de la fleur. Un jardinier,
S'il fournit l'environnement qui satisfait des besoins physiologiques de la fleur, elle sera à son potentiel. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas convaincus, très souvent, la voisine avec les mêmes fleurs, magnifique, quoi. Donc, on arrête les débats. Et on sait quels sont ses besoins. Donc, ses besoins sont 3, hein, je simplifie. Hein. C'est de la lumière, de l'eau et des minéraux. Et ce n'est pas toujours plus, hein, parce que la motivation, ça se passe assez souvent par les carottes et les bâtons. Les carottes doivent être de plus en plus grandes, le bâton aussi d'ailleurs. Là, c'est optimal. En l'occurrence, il faut moins d'eau hein, pour les tulipes, et puis elles sont belles. Donc, cette approche-là que les êtres humains, qui sont des organismes vivants, qui évoluent dans l'entreprise, qui ont aussi des besoins, et si on satisfait leurs besoins, ben, ils seront au sommet de leur potentiel. Cette approche-là, il date de plusieurs milliers d'années. Il existait déjà dans la philosophie chinoise. Bien sûr, on ne va pas parler ici des besoins physiologiques, on va pas. Ces besoins-là sont satisfaits dans l'entreprise. De quelle façon? Donc, il faut acheter mon livre. Vous avez dans ce cas tout. C'est un livre, comme un monsieur gentiment indiqué, a gagné le peut-être parce qu'il est déjà trop vendu, je ne sais pas. C'est un best-seller. Donc il y a la queue. Mais en tout cas, je vous donne ça en live. Premier besoin des êtres humains, et je m'appuie cette fois-ci sur les travaux des grands chercheurs, peut-être les plus grands chercheurs en psychologie de haute motivation, ce qu'on appelle des CRAN aux États-Unis. Premier besoin, c'est égalité intrinsèque. Un être humain, il ne demande pas d'être traité mieux que les autres, mais surtout ne pas être traité comme un être inférieur aux autres. Est-ce que ce besoin il est satisfait? Dans le cas d'entreprise, on sait ce que ça veut dire dans notre vie personnelle, mais dans le cas d'entreprise, ça veut dire traiter les gens, le respect, la considération, la confiance, la bienveillance, voire l'amour. Il y a des entreprises en France. Globalement, à quoi on fait confiance? Qu'est-ce qu'on respecte? La capacité de la personne de réfléchir, de proposer des solutions. On respecte son intelligence. Est-ce que c'est le cas dans la plupart d'entreprises? Je vous montre rapidement comment on peut faire ça. Par exemple, dans des chaînes de retail. Vous prenez une entreprise qui est une entreprise américaine, Nordstrom, donc des grands magasins, et est connu pour le meilleur service client aux États-Unis. Dans ces 10 meilleurs services clients, vous avez peut-être 4 fabricants d'automobiles de luxe, vous avez Amazon, vous avez Four Seasons, donc les places sont très 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 chères, et puis sont numéro 6. Alors je vous montre, vous voyez ici, je ne sais pas s'il y a des DRH ici dans la salle, il y a des DRH, levez la main. Non, c'est que des techies, des geeks ici, c'est ça? D'accord. Bon, vous connaissez les DRH, Madame DRH. Et je sais que Madame souffre beaucoup. On est d'accord, Madame? Parce que vous aimeriez vous occuper du humain et vous avez à côté un grand livre, 4000 pages, que parfois on appelle les entreprises le livre de Mao, qui est la plus grande d'inflation, hein, le nombre de pages. Ça s'appelle le code de travail. Et donc, elle doit maîtriser tout ça. En tout cas, il y a un livret d'accueil chez vous, Madame. Combien de pages? On ne compte plus. D'accord. Ou quand même un petit truc comme ça. Voilà. Donc chez Nordstrom, ils ont un livret d'accueil qui s'appelle Employee Handbook, et il est juste sur une carte Bristol. Vous voyez, et c'est écrit 13 sur 20, hein, bienvenue chez Nordstrom. On est très content que vous êtes rejoint notre entreprise. Notre objectif numéro 1, c'est de fournir des services clients exceptionnels. Fixez à la fois vos objectifs personnels et professionnels le plus haut possible. Nous avons une confiance totale dans votre capacité de les atteindre. Et c'est pour cette raison que notre livret d'accueil est très simple. Il a une seule règle. Alors, si vous voulez, on va voir la règle. OK, on tourne le truc. Et puis voilà, utilisez votre bon sens dans toute situation. Oh là, mais ils font quoi des RH là? Ils n'ont pas bossé beaucoup là. Il y aura d'autres trucs, il y a un annexe de 100 pages, quoi. Non, c'est écrit, il n'y aura pas d'autres règles additionnelles. Il n'y aura pas. Hein. Et comme il y a des leaders jardiniers, vous vous rappelez, hein, partout, c'est-à-dire des gens qui sont... Vous pouvez effectivement à tout moment demander aux responsables de rayon, aux responsables de magasin, même le DG de la division, vous avez les numéros à tout moment, si vous voulez, les discuter, consulter, etc. Mais dans toute situation, on fait confiance que vous allez utiliser votre intelligence, votre bon sens pour trouver la meilleure solution. Ce n'est pas votre chef qui va le faire.
Deuxième exemple rapide, vous connaissez la chaîne Whole Foods certainement, ou peut-être beaucoup parmi vous, ça existe à Londres, ça existe aux États-Unis, c'est une chaîne de supermarchés de style un peu bio, haut de gamme, qui est la plus grande croissance dans la grande distribution aux États-Unis. Et dans le monde, je pense. Hein. Donc, ils vont passer en 5 années de 355 à 1000 supermarchés. Et le patron copropriétaire et le co-PDG, il adore raconter l'histoire, comment ils donnent la nourriture gratuitement dans leur supermarché. Alors, ce n'est pas un nouveau business model, hein. Vous allez voir tout de suite pourquoi il le raconte. Donc, c'est un cas à Connecticut, et à Connecticut, effectivement, comme souvent aux États-Unis, il y a des tempêtes de neige, et donc il y a des warnings extrêmement forts pour que les gens rejoignent leur maison, sauf que dans ce supermarché, ce jour-ci, ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, toutes les caisses ont tombé en panne. Ça s'appelle la migration informatique. Vous connaissez ça? Donc, les gens commencent effectivement, les queues s'allongent, et puis effectivement, il y a ces warnings qu'on entend, et 30 minutes après, c'est toujours pas résolu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez, dans les magasins habituels, on appelle je ne sais pas où les responsables, etc. Là, c'est l'équipe, elle discute, et puis il dit, voilà, 30 minutes ont passé. La vie des gens, évidemment, est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc, on dit, tous les gens qui sont avec les caddies, etc., vous sortez. Voilà, ce n'est pas la fin de cette histoire-là. C'est qu'il y a une dame qui est rentrée chez elle. Elle a regardé combien de la marchandise elle a pris pour revenir rembourser au lendemain. Elle a vu que c'est pour $70. Elle était tellement émue qu'elle a dit, je dois absolument raconter cette histoire. Elle a appelé un canard local. Et c'était à l'époque de Noël. Donc, le journaliste a écrit, le Père Noël est venu chez nous. Il s'appelle Whole Foods. Et donc, ça a fait un énorme buzz sur le réseau. Le PDG, il a appris ça tout simplement parce qu'effectivement, on le fait des clips, il a regardé. Il était tellement fier, il a dit, c'est exactement l'esprit, parce qu'en faisant confiance à nos salariés, c'est eux qui vont pouvoir trouver les meilleures solutions pour nos clients, et de ce fait-là, les clients vont revenir chez nous. Donc, vous voyez comment ça s'embarque, cet aspect-là. Dans la plupart des entreprises, ce n'est pas le cas, pour une simple raison que quand un collaborateur a un problème, il doit le remonter et attendre ce que le manager ou le chef ou le N+1 va lui dire à faire. À partir du moment où vous faites ça 1-2 fois, cette personne-là, elle a compris ce qu'on pense de son intelligence, qu'elle n'en a pas. Une autre version, c'est que tu as appliqué la procédure, c'est-à-dire encore d'autres personnes qui ont réfléchi pour toi. Donc, dans ces entreprises-là, ça n'existe pas. Vous venez avec votre sang, sous-entendu, vous voulez passer le problème, on va dire, soit qu'est-ce que tu proposes, soit encore une version meilleure, c'est toi qui es responsable de ce périmètre, j'ai confiance que si tu prends un petit peu de temps, tu trouveras la solution. C'est pour la journée, je passe à 17h dans ton bureau. C'est dans 1 heure, je repasse dans 50 minutes. Oh là là, l'urgence, c'est dans combien? Dans 10 minutes. Tu prends 8 minutes, je repasse dans ton bureau, on en discute. C'est comme ça qu'on instaure chez les gens le sentiment qu'on respecte, donne considération, on a confiance dans leur intelligence. On y va pour le deuxième point, parce que c'est un premier point extrêmement important. Si vous ne le faites pas ça, et il y a une dynamique qui s'instaure dans votre entreprise qui est terrible. Terrible. Les gens viennent chez vous, vous les avez recrutés parce qu'ils sont compétents, ils ont envie de faire un bon travail. J'espère que, comme madame ici, bien sûr, la DRH, tous vos DRH recrutent des gens comme ça. Vous ne recrutez pas des gens qui ne veulent pas venir, qui ne veulent pas réfléchir, qui veulent des robots. Normalement, non. La grande question, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là dans l'entreprise? Pourquoi ces poules, potentiellement prêtes à pondre des œufs en or, devient, les plumes se transforment en poils, prennent du poids et s'allongent. Voire certains se lèvent et commencent à courir comme des renards et à battre les poules en série. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Je peux vous dire ce qui se passe. Ces gens-là, ils sont venus une fois dans le bureau de N+1, ils ont dit, il y en a quelque chose, un problème, une opportunité, et son chef elle a dit, écoute, tu n'en as que faire ça. Une fois, généralement, ça suffit. Pour certains, il faut 2 fois. On appelle ça, dans la recherche clinique, les masochistes. Des gens qui aiment souffrir, quoi. Qu'on leur dit que tu es un imbécile. Et les gens, à un moment donné, arrêtent. Donc, il faut changer ça, si vous voulez, que les gens s'ouvrent. Sinon, ils sont fermés comme les huîtres.
À partir de là, vous pouvez vous aborder deuxième aspect de l'entreprise, qui est un aspect qui satisfait le besoin fondamental des êtres humains, qui est le besoin de développement personnel, de progresser, d'apprendre, de maîtriser de nouvelles choses. C'est extrêmement fort d'ailleurs dans le métier, par exemple, des informaticiens, que s'ils n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à apprendre des outils, etc., ils se nuisent assez rapidement. Voilà. Mais c'est universel. Est-ce que l'entreprise, c'est un terreau dans lequel, effectivement, les gens peuvent régulièrement progresser, apprendre des choses, devenir meilleurs et devenir ces belles arbres? Je vous donne un exemple. Je prends cette fois-ci, je change de secteur. Je vous amène l'entreprise de l'assurance. Alors, la première entreprise, je l'appelle l'entreprise de la paperasse parce que là-bas, ce n'est pas du tout le cas. Alors, le job, description du job, gratte-papier, ce n'est pas dans le code de travail, mais c'est la réalité. Si vous envoyez dans cette assurance-là une demande de joindre votre enfant dans l'assurance familiale, ils ont 55 étapes. Il y a certainement un ingénieur de génie industriel qui est passé par là, quoi. Donc il y a une personne, la première, qui toute la journée, il ouvre des enveloppes avec un couteau spécial, vous voyez. Et puis il sort la lettre, il passe au deuxième, le deuxième il déplie, il met un tampon rectangulaire, date d'arrivée, vous voyez. Il passe au troisième. Le troisième, il réalise le potentiel de lecture. C'est l'intellectuel du service, il lit. Et puis il passe au quatrième, et ça va jusqu'à 54e qui plie la réponse, et 55e va au courrier porter les enveloppes. Et chaque jour, ces gens-là font ce geste, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Dites-moi, c'est quoi le turnover dans cette entreprise? Les gens, ils viennent, vous voyez, ils sont engagés, ils découvrent ça, quoi. Combien de pourcents part chaque année? Combien? 20. Je vois que vous êtes des gens heureux, vous ne comprenez pas. J'ai donné une fois une conférence comme ça dans un hypermarché, une caissière qui m'a dit « je m'aurais suicidé, monsieur ». Parce que vous ne faites pas le travail comme ça. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est faire un travail comme ça. Ben, 40% s'en vont. Maintenant, on n'a pas encore répondu à ça. Je vois un regard inquiet de notre DRH. Parce que est-ce que c'est les meilleurs qui partent ou les pires? Les meilleurs. Après 10 ans, vous imaginez les gens qui restent, quoi? Vous imaginez? Votre s'appelle workforce. Voilà. Donc, la perspective de développement de ces gens est zéro. L'entreprise moribond, pas de résultat, rien du tout. Je vous amène maintenant dans la deuxième assurance. L'entreprise de développement est limitée. Description de job, employé heureux. Pourquoi employé heureux? Si je vous raconte ce qu'ils font le long de la journée, c'est le business model. Ils n'ont pas de courtier, ils n'ont pas d'agence. Tout est par téléphone et Internet aujourd'hui. Les plateaux de 14 000 personnes au téléphone. Vous imaginez ça? Le bâtiment qui est 2 km longueur, 3 étages, que des plateaux. C'est l'enfer, quoi. Et elle est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? J'ai rencontré beaucoup de gens avec un énorme sourire qui sont très, très contents. Pourquoi? Parce que des perspectives de développement sont illimitées dans cette entreprise. Non seulement que chaque collaborateur peut dire « moi, j'aimerais maîtriser encore un tel domaine de finance, assurance, etc. » et on va organiser des formations, des stages internes pour qu'ils les maîtrisent. On va aller chercher les gens. On dit « tu travailles ici depuis 6 mois, depuis 1 an. Y a-t-il un domaine dans lequel tu aimerais progresser ?» Et puis, si oui, on va s'organiser pour que tu puisses le faire. Il y a des gens, beaucoup de gens qui travaillent, la grande majorité n'ont pas de diplôme universitaire, qui ont dit « moi, le droit m'intéresse ». Je les ai rencontrés, le droit m'intéresse. Parce que très souvent, il y a des litiges, assurances, etc. Je dois parler à notre conseiller juridique avant de donc répondre au client. Mais moi, j'aimerais bien apprendre ça. On dit « le droit t'intéresse, mais est-ce que tu comprends que ce n'est pas de la formation, c'est de l'éducation ?» Oui, je comprends, c'est-à-dire tu vas étudier le soir. Oui, je comprends, pendant plusieurs années. Oui, je comprends. Bon, dans ce cas, on va te rembourser l'ensemble de frais de scolarité, qui aux États-Unis est 35 000 $ par an, en l'occurrence. Ça ne suffit pas. Ils ont remarqué que de plus des gens, y compris pour faire des MBA, ont commencé donc à suivre des cours. Le soir, vous imaginez, c'est un petit peu comme Desperate Housewives. Vous voyez comment les Américains ils vivent pas loin de là où ils travaillent, mais là, il faut prendre la voiture et traverser la ville, c'est à San Antonio. Revenir, donc peut-être vous revenez à 23h du soir, vous ne voyez pas vos enfants. Donc il dit comment on peut faire rappeler le jardinier. Le jardinier, il fait que ce soit plus simple de satisfaire vos besoins, le plus simple possible. Donc ils ont dit, on va signer un accord avec 4 universités locales qui vont venir sur notre campus. Les professeurs vont venir chez nous. Donc dès que j'ai terminé mon travail, je passe dans une autre salle qui est une salle de réunion en l'occurrence, mais qui devient une salle de cours. Et puis je suis des études avec les professeurs. 75 salles de cours chaque soir,
sont occupés, 200 formateurs en propre avec tous les professeurs, un tiers de l'ensemble de salariés à chaque instant sont soit en formation, soit en éducation. Le plus grand taux aux États-Unis des gens qui effectivement sont en permanence en développement. Alors cette assurance-là, en 25 ans, a multiplié son résultat par combien? Il y a des gens ici, des banques d'assurance, qu'est-ce qui vous fera plaisir? En 25 ans. Par combien vous voulez multiplier votre résultat? Un fonds propre et géré. Par combien? Par 20? C'est un rêve fou, quoi, c'est ça? Bon. OK, donc vous êtes toujours attaché, monsieur, parce qu'ils ont multiplié par 400. Ils sont devenus 5e assureur aux États-Unis, ils sont 19e banque aux États-Unis. Voilà, donc, et aussi le service exceptionnel. Alors, ces deux entreprises, c'est quoi la différence principale? Vous vous rappelez, la première et la deuxième? Certains disent l'une est certainement plus belle que l'autre. On ne sait pas, mais j'ai une surprise pour vous. C'est la même entreprise, les mêmes personnes. La seule chose qu'on a changé, c'est l'environnement. Et ces personnes-là qui étaient des losers, devenus des champions. Ils sont donc classement Business Week dont je vous ai parlé, ils sont chaque année numéro 1 ou numéro 2 aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un autre classement, mais ils sont toujours au sommet. Le service est tellement légendaire que j'ai des amis là-bas qui disent quand j'ai une mauvaise journée, je les appelle, quoi. Alors, s'il y a des questions, quel est leur business model? Effectivement, leur business model, c'est certainement pas le nombre d'appels à leur donner. S'ils veulent rester 4 heures, ils restent 4 heures. Voilà. Ils sont NPS, le fameux NPS qu'on mesure dans certaines entreprises, ils sont numéro 1 per an, 79%. Vous savez qu'il y en a pas mal d'entreprises de services en France qui rêvent d'être à 0 par rapport à ce score. Ils sont dans le négatif. Okay? 83% pour leur banque, 19e banque aux États-Unis, par rapport à la moyenne du secteur qui est 18%. Vous imaginez un écart? C'est comme vous comparez Barcelone, bon peut-être Barcelone aujourd'hui, bon les Hollandais quoi, avec 3e division, vous voyez, ça vole pas, c'est pas le même monde. Ça c'est leur chiffre d'affaires dernières 5 années, c'est des machines de croissance organique incroyables toutes ces entreprises là. Chaque année, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. D'ailleurs, vous n'allez pas être étonné que ces entreprises-là, pendant 20 ans, leur budget de publicité était 0. C'est qui vend votre entreprise? C'est vos clients et vos salariés. Et je termine. Dernier besoin universel de l'être humain, Chupi veut tout faire tout seul. Alors, vous n'allez pas me croire, mais ceux parmi vous qui vous rappelez encore qu'est-ce que s'est passé quand votre enfant il avait 2 ans, qu'est-ce qu'elle a dit? Par rapport à son mentor, je veux faire tout seul. Qu'est-ce que fait un vrai manager qui a un rendez-vous à 8h30? Bon, attends, on ne va pas perdre son temps, quoi. On enfile le manteau. Le résultat? La crise existentielle, parce que l'enfant, à 2 ans déjà, veut s'affirmer par rapport à l'environnement et vous l'empêchez, d'accord? Plutôt que faire un acte très simple, essaye. Et l'enfant va essayer, il va voir que le manteau derrière, ça se ferme difficilement, et puis à un moment donné, il va dire tous les deux. Bon, c'est écrit dans ces livres-là, pour les parents, comment il faut faire. Mais il faut lire, c'est pas que pour les bébés, c'est pour les parents. Donc, dans l'entreprise maintenant, je peux vous dire que j'ai vu des entreprises dans lesquelles, en France, vous avez des pères de 3 enfants à 40 ans qui doivent demander la permission pour aller faire pipi. Ça existe des entreprises comme ça. Est-ce que c'est ça le besoin de l'autodirection? Parce qu'un adulte, il déteste qu'on lui dise ce qu'il faut faire et qu'on le contrôle. Ce n'est pas le besoin, c'est le contraire du besoin humain. Le besoin humain, c'est de décider par vous-même vers où vous dirigez, pour le bien de l'entreprise, bien sûr. Je termine pour un dernier exemple rapide. Vous vous rappelez, là-bas, ça suscite seulement des sarcasmes en disant ministère, service public, etc. Effectivement, il y a un ministère qui s'est organisé sur l'ensemble de ces paramètres, y compris autodirection. Et si vous allez là-bas et vous visitez, là, maintenant il est parti, mais il y a encore quelques mois, la PDG, la DRH de cette entreprise, donc le collègue de madame, elle vous donnait, c'est transparent, elle m'a montré, c'est un premier principe, on ne motive pas les gens. Fait confiance. Alors pourquoi en anglais? Parce qu'entre les wallons et flamands, c'est en anglais. Deuxième, on ne manage pas les gens, on les aime. Ça, c'est Jean Todt. Où est-ce qu'il a passé l'hiver? Plusieurs semaines, à côté du lit de Schumacher. Il ne travaille pas de plus de 10 ans. On ne manage pas les gens, on les aime. On ne travaille pas. Alors on dit là, c'est au ministère, ça c'est clair, ça ne bosse pas fort, quoi. On prend plaisir à travailler. On ne vient pas pour travailler, on prend plaisir à travailler.
Et on ne se plaint pas, chef, il y a un problème, c'est si, c'est là, on vient avec la solution, et s'il faut, on innove la solution. Vous voyez, cette fille-là, elle n'a plus de problème avec sa maman, elle a résolu le problème. OK, ben voilà, ça c'est donc l'autodirection, le dernier besoin, et si vous le faites, vous arrivez au sommet de la montagne, et au sommet, il y a des entreprises qui fonctionnent de cette façon-là depuis très longtemps. La plus ancienne, c'est Gore, donc qui fabrique Gore-Tex, c'est plus de 1000 produits innovants. Depuis 1958, qu'ils travaillent comme ça, ils n'ont pas d'organigramme, ils n'ont pas de titre, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de description de job, il n'y a rien, quoi. Il y a juste la croissance organique à 15%, et ça continue avec 3,2 milliards par an, avec 10 000 salariés. Vous avez Harley-Davidson, qui était au bord de faillite, à 3 mois au bord de faillite, et qui a repris de 15% de part de marché. Ils avaient 85, ils sont tombés à 15, et sont revenus à 50. Leur marge d'exploitation moyenne était de 17%, c'est l'industrie. À plusieurs années, plus de 30%. À la fin des années 90, leur capitalisation était supérieure à General Motors, qui avait Aerospatiale, la Poc et une banque, avec 8 000 personnes seulement. Vous avez l'entreprise de nettoyage industriel en Finlande, vous avez une fonderie à Favy en Picardie, ça c'est la plus ancienne en France depuis 1983 qui fonctionne selon ce mode. Vous avez de plus en plus d'entreprises en France actuellement, presque chaque mois une entreprise française qui bascule vers ce mode-là. Belge et un ministère dont je vous ai parlé, et voilà notre amie Florence, voilà elle est, et puis c'est pour madame, parce que je vous avais dit, j'aime beaucoup les DRH, l'avenir de DRH. Ben, l'avenir de DRH, ça c'est son titre officiel, hein. C'est Chief Happiness Officer. Directrice de bonheur, madame, bientôt. Voilà, en 2 langues, hein, vous avez compris. Et voilà la dernière phrase. Ça, c'est Franck, c'est le plus haut, vous avez compris, le fonctionnaire de ce ministère, que lui, il a pris ça et il a changé ce ministère-là. Voilà ce qu'il m'a dit. La hiérarchie rend l'organisation aveugle le problème. Personne ne les signale car ils sont vus comme une critique du manager qui est, entre guillemets, le plus intelligent. Les managers classiques ont peur de lâcher le contrôle, renoncer au signe extérieur du pouvoir. Ici, personne n'a de bureau, moi non plus. Les managers sont devenus des coachs, des accompagnateurs, cela déconcerte, mais je veux rendre les salariés heureux. Pas parce que j'aime à ce point l'être humain. Tout simplement, les gens heureux travaillent mieux. Et comme ils savaient que je viens de France, il a ajouté, et si les fonctionnaires belges le peuvent, alors vous, les Français, merci. Merci beaucoup. On va prendre le temps pour 1 ou 2 questions. Si vous voulez prendre la parole, manifestez-vous. Le temps qu'une question arrive, moi j'en ai peut-être une. De quel département dans les entreprises cette transformation, la plupart du temps, est initiée? Vous avez souvent parlé des directions des ressources humaines. C'est de là que ça vient? C'est par là que la bascule commence ou pas? Non. Non, ça c'est le dernier département. Lui, il subit généralement, il sent que il est quelque part le gardien d'un ancien système. Il y en a quelques entreprises dans lesquelles ils sont des moteurs, mais généralement, ce n'est pas le cas. Celui qui commence cette démarche-là, c'est le numéro 1. Celui qui le pilote, l'incarne, c'est le numéro 1. Si celui qui est assis au sommet de la pyramide, voire il a poussé un arbre et s'est installé à la dernière branche de cet arbre-là, s'il ne fait pas démanteler tout ça, ça va nulle part. On ne peut pas transformer l'entreprise d'ailleurs que du sommet. Et c'est très difficile. Dans un forum, on m'a demandé, M. Gates, c'est quoi l'acte courageux numéro 1 de leader libérateur? Je peux vous dire, c'est abandonner son ego. Il y a du travail. Mais, j'ajoute, je connais quelques cas des entreprises dans lesquelles ce virus est passé ou parti de département de système d'information. Parce qu'on me dit très souvent dans beaucoup d'entreprises, le Scrum, Agile, etc., mais on travaille déjà comme ça, mais on doit se cacher parce qu'on nous prend un petit peu pour des fous, etc. Je connais quelques entreprises où, parce que Scrum et Agile fait que vous faites venir d'autres départements travailler avec vous, n'est-ce pas? Et les gens, ils commencent à être contaminés, mais ils disent, attendez, mais vous rigolez ici, quoi, donc c'est super, quoi, c'est pas comme ça chez nous, hein.
Et puis vous travaillez les uns les autres toute la journée, vous avez programmé par 2, etc., etc. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez venir chez nous? Et donc, je connais quelques cas où c'est... Mais de toute façon, si le PDG n'est pas convaincu que c'est de cette façon-là qu'il faut travailler dans l'entreprise, bah, ça risque d'être marginalisé et ce service informatique va rester comme des geeks un peu, vous voyez, voilà, un peu des adolescents immatures un peu, vous voyez. Ok, question, monsieur. Vous n'avez pas parlé du stress qui peut accompagner la liberté. En fait, on voit quand même des personnes, si on leur dit débrouille-toi, utilise ton bon sens, finalement, ça les bouffe de l'intérieur. Oui. Vous avez tout à fait raison, c'est un choc, si vous voulez. Bon, le premier choc, bien sûr, c'est pour les managers, hein, parce que pour le manager qui puisse le dire, débrouille-toi, oh là là, mais attends, mais il va me... Je lui donne les clés du camion, mais attends, il va entrer dans le mur tout de suite, quoi. Il va se prendre une pylône. Je dois le surveiller avec des caméras, vous voyez, en permanence, quoi, et dire, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et puis s'il y a moins d'obstacles, tu m'appelles, quoi, tu bouges pas. Comme je dis, comme dans le football, vous imaginez le football? Dans le football, que le gars, quand il a un ballon, on est dans... Avant de taper le ballon, il dit chef des équipes de défenseurs, hein, je fais quoi? Tiens, attends, on va faire une réunion interdépartementale parce que j'ai rencontré le chef des récupérateurs, le chef des attaquants. On va te dire, pour l'instant, tu attends, quoi, tu ne touches pas le ballon. Et puis après, si c'est un vrai problème, on va remonter au vrai coach, au manager, hein, au Didier. Hein. Et puis après, ça va revenir dans 3 semaines. Il va dire, bon, bah, écoute, tu n'es pas vraiment au point au niveau de tes compétences, là, on va t'envoyer l'information. Il y a quelqu'un d'autre qui va taper. Quoi. Et on va gagner, on dit ça. Donc ça, c'est un problème d'abord des managers. Maintenant, il est vrai que pour certains collaborateurs, mais ils sont minorités, et les managers ne le comprennent pas parce qu'ils ne font pas confiance. Donc ils pensent, dès qu'ils ont fait confiance, les gens se comportent en conséquence, comme des imbéciles. Ils se comportent comme des imbéciles. Les idées qu'ils ont, ils les racontent, mais pas aux managers. À qui? À leurs copains, avec qui ils prennent une bière, à leur famille, parce que ces gens-là savent qu'ils sont intelligents. Mais au travail, ils se comportent que c'est une dernière d'imbéciles. Donc le manager dit, regarde avec qui je suis entouré, quoi. D'accord? Donc, il est vrai que pour certains, quand vous allez leur dire, mais c'est toi qui es responsable, qu'est-ce que tu proposes? J'ai confiance que tu trouveras la solution. C'est un choc, quoi. Donc, ils pensent que j'ai quelque chose dedans, quoi. Oh là là! Bon, d'abord, elle va jouer avec vous le jeu. Hein, genre, toi, tu gagnes 2 fois plus que moi, donc c'est à toi de réfléchir. Hein. On va voir. Bon, mais certains, peut-être, mais c'est une minorité, les recherches le montrent, qui sont dans une logique d'exécutant. C'est une minorité. Qui veulent qu'on leur dise ce qu'il faut faire et ils vont le bien faire. OK? Fais rien avec ces gens-là, on laisse à ces gens-là de fonctionner de cette façon-là et prendre du temps que leur faut pour prendre aussi la confiance en eux-mêmes, parce qu'il en manque. Parce que si vous avez un grand-père sévère, le père sévère, la maîtresse sévère, etc., et tout le monde vous disait « Attention, tu vas encore rater le truc », vous avez 40 ans, vous continuez à avoir peur de tout, quoi. Donc, est-ce que ce manager, il est en train de faire quelque chose pour éventuellement vous aider un jour de prendre confiance en vous-même ou il vous continue à vous enfoncer? C'est un grand débat. Mais il y en a des gens pour lesquels c'est difficile. C'est vrai. Bien. Merci beaucoup. Je vais jouer le rôle du timekeeper. Il y avait une dernière question, mais je vais être obligé d'arrêter. Peut-être vous pourrez poser la question directement à Isa Getz. Oui, merci beaucoup. Je reste. Merci beaucoup. Merci.